Beaucoup. Vous m'entendez bien? Excellent. Je veux d'abord vous remercier de m'accueillir parmi vous parce que c'est un réel plaisir pour moi de m'adresser à vous. Surtout de cette question, j'espère. Je suis très parfaitement conscient que j'arrive du champ gauche, d'accord? Je ne vais pas parler, je ne vais pas faire des mathématiques, on ne va pas avoir de preuves, je vais parler au sujet des mathématiques avec vous. Moi, je suis philosophe des mathématiques, je m'intéresse beaucoup aux mathématiques, mais je ne suis pas mathématicien. La nuance est importante. Il y a déjà quelqu'un que vous ne connaissez pas qui, une fois, faisait les deux. Il dit, moi, je ne peux pas faire à la fois de la philosophie et des mathématiques. Le cerveau ne permet pas de faire les deux en même temps. Mais je veux quand même vous amener à réfléchir sur les mathématiques. Il y a un certain volet ici qui vient du fait que les mathématiques, et ça, vous le savez, ont évolué dans l'histoire, évoluent encore aujourd'hui. Et il y a une certaine conception des mathématiques qui existe, qui est incarnée dans la manière dont on vous enseigne les mathématiques, et on veut que vous fassiez de la recherche mathématique. Là, je parle des mathématiques pures, on va y revenir, et qui est incarnée un peu par cette position-là. D'accord? Ça n'a pas toujours été le cas, ça ne sera pas toujours le cas. J'en reviendrai peut-être un peu plus tard vers la fin, mais ça, c'est quelque chose qui est un peu un préambule. Donc, ça, c'est de la provocation, là. C'est-à-dire qu'on ne vous le dit pas, mais en même temps, c'est ce qu'on vous enseigne toujours. C'est ce que vous allez apprendre sans vous en rendre compte, spontanément, d'une certaine manière. Alors, ce que je veux faire, d'abord, j'ai 3 points, mais il y en a seulement un, essentiellement, que je vais développer. C'est sur la nature du structuralisme abstrait en mathématiques. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Comment on en parle? Et là, je vais vous présenter, et je vous préviens tout de suite, une certaine façon de le comprendre, d'accord? Une façon de le comprendre qui provient de mes discussions et de mes recherches avec une personne en particulier que je tiens à remercier ici, que vous ne connaissez probablement pas, peut-être certains d'entre vous connaissez ses travaux. C'est Michael Mackay, qui était un logicien à l'Université McGill en logique catégorique, qui a fait des travaux extrêmement importants et qui, depuis une vingtaine d'années, développe des cadre conceptuel pour rendre compte, et je vais y revenir, précisément du structuralisme abstrait en mathématiques. Je vous encourage à lire certains des articles plus récents qu'il a écrits qui sont moins techniques. Si ça vous intéresse, je vous encourage à lire aussi ces articles techniques, mais c'est très technique. Mais alors, ma propre position sur cette question-là provient directement de discussions et de nombreuses discussions que j'ai eues avec lui, mais c'est un enjeu qui déborde de beaucoup ces discussions-là, puisqu'on en parle beaucoup en philosophie des mathématiques. En général, si vous faites une recherche sur structuralisme en mathématiques, vous allez trouver une panoplie d'articles et de positions. Alors, je tiens à souligner que moi, j'en présente une. Évidemment, c'est la meilleure. Mais ça, je vous laisse le soin d'en débattre et de le voir après. Si j'ai le temps, parce qu'on a 1 heure, essentiellement, si j'ai bien compris, et j'aimerais garder un peu de temps pour la discussion. D'accord? Je ne vais pas arrêter à -1, là. J'ai des diapos pour pourquoi le caractère abstrait, parce que pour moi, ça, c'est un aspect important, et surtout sur le plan pédagogique comme tel, et j'y reviendrai si je peux, puis c'est connecté au 3e. Mais les deux sont intimement liés. Alors, permettez-moi de commencer par quelque chose de vraiment banal, d'accord? Qui est en fait résumé en 30 secondes, à peu près 14 ans d'apprentissage de mathématiques que vous avez fait. D'accord? Alors, je vais faire ça parce que je vais en arriver avec une cassure. Je vais arriver à un moment où, peut-être que vous ne l'avez pas vécu, mais que beaucoup de monde vivent dans l'apprentissage des mathématiques, surtout quand on arrive à l'université. Alors, vous avez, je vais essayer d'écrire, là, c'est pas évident quand je suis debout, je vais essayer de m'asseoir pour ça. Alors, au début, évidemment, vous apprenez à calculer certaines choses. Et là, quand je dis au début, là, c'est à l'école élémentaire, d'accord? On retourne. Projetez-vous quand vous aviez 6 ans, en première année, quelque chose comme ça. Peut-être qu'il y en a qui, parmi vous, étaient déjà des génies, là, je ne sais pas, mais je présume de rien. Donc, vous apprenez à calculer multiplication, soustraction, division. Il y a un moment où, à peu près en 5e année, là, il y a un moment un peu plus difficile qui sont les nombres rationnels, d'accord? Les fractions, ça, je peux vous le dire, en didactique des mathématiques, c'est le premier obstacle. C'est un des premiers moments où les enfants décrochent. Mais vous apprenez ça, vous apprenez à manipuler les fractions, vous apprenez à continuer comme ça. Vous arrivez au secondaire,
Là, vous avez appris les nombres naturels, les nombres entiers, avec les nombres négatifs. Déjà, ça aussi, c'est un choc. Et là, vous apprenez un peu d'algèbre. OK? Donc, manipulation d'équations. Ça va. Vous apprenez les règles d'exponentiation, soustraction, ainsi de suite. Vous continuez comme ça. Vers la fin, vous apprenez à travailler sur les fonctions. Et ça, c'est surtout au cégep. D'accord? Où là, vous commencez à travailler sur les fonctions réelles, sur le plan des réels. Vous apprenez, vous faites du calcul, donc dérivées, intégrales, vous faites des cours là-dessus. Vous apprenez un ensemble de règles aussi. Vous développez des habilités à résoudre des problèmes tout le temps qu'on vous présente, toujours un peu plus difficiles. Tout va bien, d'accord? Vous aimez ça. C'est à chaque fois un défi. Vous trouvez des solutions et vous continuez. Si vous continuez, là, vous arrivez à des fonctions. Là, j'ai parlé de, excusez, il y a une trace sur les nombres réels. Là, on va vous introduire les nombres complexes. Là, déjà, on va vous dire ça. Ça peut être un peu mystérieux, mais vous apprenez à les manipuler aussi. Les fonctions sur les complexes. Pas de problème après un certain temps. Vous êtes familier avec les images mentales et les règles de manipulation. Et on arrive, évidemment, à un moment où, là, à un moment ou un autre, il y a une fracture qui apparaît. Et en général, c'est à l'université. D'accord? Et c'est en général, et pas toujours, mais quand on vous introduit, attendez, je vais enlever mon crayon, ici. Vous êtes en algèbre linéaire. Vous avez appris aussi les matrices, à manipuler les matrices, à faire des opérations sur les matrices. Et là, pendant le cours, j'arrive ceci. Bang! La notion d'espace vectoriel. Et là, on vous présente des axiomes. Si vous avez été chanceux, vous avez fait un petit peu d'axiomes avant. Il fut un temps où les étudiants faisaient tous de la géométrie euclidienne. D'accord? Ça a plus ou moins disparu, mais déjà la notion d'axiome est introduite bien avant, dans un contexte très spécifique. Et là, on arrive avec ceci. Je n'insisterai pas sur les définitions, sur les détails. Je veux juste faire remarquer que, néanmoins, puis je vais vous le montrer après, c'est une sacrée définition. Pour commencer avec ça, sur le plan strictement de l'apprentissage, il y a beaucoup de complexité là-dedans. D'accord? Beaucoup plus que dans la deuxième notion que vous apprenez en général quand vous continuez. Voyons, il faut que j'enlève ça, qui est la suivante. Ça, on a un groupe. OK, là, je vais vous faire remarquer la manière dont je présente la chose. Je parle de signature, d'accord, avec un élément, puis une opération avec un 2 qui indique que c'est une opération binaire. D'accord? Et qui a satisfait certaines propriétés, ce qu'on appelle généralement des postulats ou des axiomes. Je n'ai pas mis de quantificateur, je n'ai pas mis rien, tout est informel, mais vous le lisez tous, vous avez appris à lire ça d'une certaine manière, que c'est quantifié universellement quand ce n'est pas dit autrement, puis que c'est satisfait certaines égalités. Alors, en général, dans un cours d'algèbre, qu'on qualifie d'abstrait, en général, très rapidement, vous allez faire les monoïdes, les groupes, ensuite les anneaux, les corps. Et là, on revient aux espaces vectoriels parce que c'est sur un corps arbitraire. Et là, vous revenez là, puis vous comprenez que là se développe une certaine famille de structures qui se caractérisent par le fait qu'elles sont données par des équations tout le temps. Quand des égalités. Donc ça, c'est des familles de structures algébriques. Après, si vous êtes dans d'autres contextes, on va vous apprendre une autre famille de structures. Là, c'est un cas, les ensembles qui sont ordonnés, mais là, partiellement ordonnés. Mais là, vous avez commencé à être familier avec la façon de procéder. On parle d'un ensemble, mais là, moi, je ne parle pas d'ensemble, d'accord? C'est même pas interprété. D'accord? C'est purement formel. C'est quelque chose que j'appelle E, et c'est le langage que j'utilise qu'on prend un seul symbole avec des variables et des constantes. Et il y a des quantificateurs cachés, mais vous les comprenez. Et je donne 3 propriétés qui doivent être satisfaites, dans lesquelles j'ai les opérateurs logiques. Là, j'ai toujours l'égalité qui est considérée comme étant logique. Et j'ai les propriétés de la relation qui est binaire encore, qui doivent être satisfaites pour avoir un nombre. Vous savez là aussi qu'il y a toute une famille de structures qui sont construites sur une relation de ce type-là, d'accord, binaire. Alors, vous avez les ordres linéaires, les ordres partiels, les bons ordres, et ainsi de suite. Encore là, c'est toute une famille qui se déploie devant vous. Si vous continuez dans une certaine direction, vous arrivez devant une autre famille de structures qui, elle, est complètement différente. Parce que là, il n'y a pas d'égalité.
Il n'y a pas de relation binaire. Il y en a une, mais il y en a une qui est infinie ici. Puis les propriétés qu'on donne sont des propriétés de fermeture. D'accord? Là, c'est sur les ouverts. En topologie, vous n'êtes pas sans savoir qu'on peut l'utiliser sur les fermés. Puis on peut même donner des axiomes sur une opération de fermeture. Donc, là aussi, la même structure, et je ne l'ai pas dit, mais je vais le dire pour celle-ci, la même structure a des présentations différentes, par le biais d'axiomes différents. J'aurais pu le faire pour les groupes. Les groupes aussi ont des axiomes différents. Ce n'est pas une seule façon de présenter la structure. Et là, on vous apprend à travailler là-dessus. D'accord? Je ne l'ai pas fait, mais à chaque fois, évidemment, quand c'est bien fait, on vous donne une panoplie d'exemples pour vous rattacher à ce que vous connaissez déjà. D'accord? Quand j'ai parlé des groupes, bien, on vous ramène vers les entiers, on vous ramène vers les groupes de matrices d'un certain type, les n par n, qui satisfont certaines opérations. Et là, vous dites, OK, ça je connais, ça je connais, ça je connais. Et si on travaille bien, alors c'est toute une, là je m'aventure, on va vous donner des exemples qui sont très différents les uns des autres pour déjà vous faire comprendre que de passer à ce niveau-là, il y a un avantage. C'est que vous êtes dans une structure qui comprend des propriétés communes de contextes mathématiques très différents des uns des autres. Mais que si vous travaillez à ce niveau-ci, tous les théorèmes que vous allez obtenir à ce niveau-ci vont s'appliquer dans tous ces contextes qui peuvent être très différents des uns des autres. Donc là, vous avez un gain que je vais qualifier d'épistémique au niveau de la connaissance, que vous assimilez automatiquement, qui vous convainc que de faire ça, c'est à votre avantage. D'accord? C'est à l'avantage des mathématiques de procéder comme ça. Donc là, il y a certaines difficultés, puis je vais y revenir tout à l'heure, qui est rattachée justement au fait que à chaque fois que vous avez une notion comme celle-ci, la multiplicité d'exemples différents que vous devez avoir en tête parfois est en soi un défi pour bien travailler et comprendre ce que vous faites quand vous êtes à ce niveau-là. D'accord? Donc ça, c'est juste des exemples de ce que vous avez à apprendre et je viens juste de mettre la table. Les 3 exemples que je vous ai donnés, d'accord, c'est des familles de structures qui avaient déjà été identifiées par quelqu'un que vous connaissez peut-être. Qui connaît Bourbaki ici? OK, il y en a à peu près la moitié. Donc, l'autre moitié, quand je dis Bourbaki, vous ne savez pas de qui je parle du tout? Il n'y a aucune honte à ça, c'est normal. Parce qu'il est disparu de la scène historique au cours des 20 dernières années, d'une certaine manière. Il faut fouiller un peu pour retrouver Bourbaki. Bourbaki, je veux quand même le dire pour ceux qui ne le savent pas, c'est un personnage fictif, en fait, qui a été inventé par un groupe de mathématiciens français dans les années 30, en 1934 pour être précis, en mois de décembre 1934 pour être précis, d'un jeune mathématicien normalien à Paris qui était désespéré de voir l'état de l'enseignement des mathématiques à l'époque. On est entre les deux guerres, ce sont des mathématiciens de l'École normale supérieure qui enseignent eux-mêmes les mathématiques, et là, ils doivent utiliser des manuels d'analyse français dans leurs cours qui remontent à la fin du 19e siècle, puis ils se disent, c'est pas possible. On ne peut pas enseigner l'analyse comme ça aujourd'hui. Il faut refaire complètement les fondements de l'analyse dans l'école française, et ils se constituent un groupe, et si vous connaissez un peu l'humour français, donc il se nomme à partir d'un nom d'un général qui a existé pour vrai, mais ils reprennent le nom pour faire une blague. Et l'humour traverse l'œuvre de Bourbaki jusqu'à aujourd'hui. Sachez qu'il y a encore des séminaires Bourbaki à Paris. Il y a encore un groupe de bourbakistes à Paris. En général, pendant très longtemps, les membres du groupe étaient inconnus, c'est-à-dire qu'on ne savait pas exactement qui était membre, qui ne l'était pas. Et ils se sont mis à publier, à partir de 1939, des éléments, donc des volumes, qui continuent encore aujourd'hui à être publiés, sur les mathématiques et qui avaient pour objectif de mener à un manuel en analyse, mais c'est quand on commence à partir de zéro, c'est-à-dire ils se sont dit, et ça vient de Bourbaki, vous avez déjà vu ça dans un manuel, vous commencez le manuel, puis on vous dit, aucune connaissance mathématique n'est présupposée dans ce manuel, seule une maturité mathématique est présupposée. Bien, ça vient de Bourbaki. D'accord? C'est Bourbaki le premier qui a dit, nous, on va partir de zéro,
on va s'adresser aux gens qui sont intelligents puis qui savent lire. OK? Et on va leur dire, si vous êtes patient, vous allez commencer le premier manuel, puis 10 manuels plus tard, vous êtes rendu à l'analyse. Mais avant, il va falloir faire théorie des ensembles, topologie, algèbre, puis, etc., puis expérience vectorielle. Et quand tout ça sera fait, ben, on va arriver à l'analyse. Œuvre monumentale. Bon. Bourbaki est le champion du structuralisme au 20e siècle. L'idée même du structuralisme vient de l'école allemande, du 19e siècle. Progressivement, à partir des travaux de Gauss, Dirichlet et surtout d'Dedekind. La championne du structuralisme, et j'insiste sur la championne du structuralisme, c'est Emmy Noether, qui est une étudiante, une femme allemande, qui est une des premières à avoir diplômé dans les universités allemandes et qui a mis sur pied littéralement une nouvelle manière de travailler en mathématiques, qui est la manière d'Emmy Noether. Elle n'était pas la seule, elle était entourée de jeunes étudiants brillants qui l'ont évidemment aidée dans son travail, mais c'est elle qui, en fait, a offert, d'une certaine manière, la première vision globale. Et Bourbaki a repris ça pour en faire ce qu'on a connu. D'accord? Les trois grandes familles que je viens de vous présenter appartiennent ou sont présentées par Bourbaki explicitement dans ses travaux. C'est ce qu'on appelle les 3C. Les 3C, c'est la famille pour la composition, ça c'est l'algèbre, composition des opérations. La famille de la comparaison, ça c'est les structures d'ordre. Et la famille de la continuité, ça c'est les espaces topologiques. D'accord? Et pour Bourbaki, en 1950, les grandes structures mathématiques se divisaient et se recomposaient, on va y revenir, à partir de ces trois-là. Mais là, je veux attirer votre attention sur cette longue citation qui apparaît dans un texte qui est une explication offerte par Bourbaki de ce qu'il fait dans ses manuels. En 1948, traduit en anglais en 1950, c'est signé Bourbaki, mais on sait que c'est Jean Dieudonné qui l'a écrit. Alors, dans l'équipe Bourbaki, il y a Jean Dieudonné, Henri Cartan, André Weil, Claude Chevalet. Un peu plus tard, Jean-Pierre Serre, Grothendieck, Alexandre Grothendieck, Serge Lang. Enfin, là, c'est un who's who des mathématiques de la deuxième partie du 20e siècle. D'accord? Ça, c'est une note de bas de page. Je vous encourage très fortement à lire cet article-là qui s'appelle « L'architecture des mathématiques modernes ». Et dans une note de bas de page, on lit ceci. Je pourrais, et j'écrirai, c'est un projet, un livre à partir de cette note-là. D'accord? Je la lis avec vous. Nous nous plaçons ici au point de vue naïf et n'aborderons pas les épineuses questions, mi-philosophiques, mi-mathématiques, soulevées par le problème de la nature, entre guillemets, des êtres ou objets mathématiques. De quoi parlent les mathématiques? D'accord? Alors, entre vous, c'est simple. Les nombres, les figures géométriques, les variétés, les fonctions, les espaces topologiques, vous n'avez pas de problème. Mais de quelle nature sont ces objets? Ils ne sont pas comme ceux-là. On ne les voit pas. On ne les entend pas. On ne les sent pas. Mais ils sont là. Mais c'est quoi cette nature? D'accord? Qu'il nous suffise de dire qu'au pluralisme initial de la représentation mentale de ces êtres, imaginés au début comme des abstractions idéales de l'expérience sensible, ça c'est une référence directe à Aristote, donc on retourne à la philosophie antique. Imaginés au début comme des abstractions idéales de l'expérience sensible et conservant toute l'hétérogénéité de celle-ci, les recherches axiomatiques du 19e et du 20e siècle ont peu à peu substitué là aussi une conception unitaire, ramenant progressivement toutes les notions mathématiques, d'abord à celle de nombres entiers. Alors là, je vous ramène à tout ce travail dont vous avez probablement entendu parler, alors si vous de l'arithmétisation de l'analyse, c'est-à-dire de montrer que toute l'analyse repose en bout de ligne sur les nombres naturels. On construit les entiers, on construit les rationnels, on construit les nombres réels. Et une fois qu'on a les nombres réels, on peut construire des complexes. Ça, c'est Dedekind qui l'a montré de façon explicite, mais avec Cantor et d'autres. Une fois qu'on a ça, on peut reconstruire les fondements de l'analyse et en bout de ligne, toute l'analyse repose sur quoi? Les nombres naturels. D'accord? Donc, qu'est-ce qui existe vraiment? Les nombres naturels.
et les opérations sur les nombres naturels. Le reste, c'est des constructions. D'accord? Alors ça, c'est le point de vue qui commence à se dégager. D'abord à celle des nombres entiers, puis, en une deuxième étape, à la notion d'ensemble. Alors aujourd'hui, vous ouvrez vos manuels, premier chapitre, les ensembles. Puis après, vous continuez comme ça, opération sur les ensembles, et on poursuit. Ça, c'est le travail de Cantor, Dedekind, Zermelo-Hilbert, début du 20e siècle. Cette dernière, longtemps considérée comme primitive et indéfinissable, qu'est-ce qu'un ensemble, a été l'objet de polémiques sans fin, dû à son caractère d'extrême généralité, paradoxe de Russell, fondement des mathématiques, et à la nature très vague des représentations mentales qu'elles évoquent. Les difficultés se sont évanouies que lorsque s'est évanouie la notion d'ensemble elle-même. Alors, je vous apprends que tout ce qu'on vous a appris jusqu'à présent, là, ça vient de s'évanouir. D'accord? Et avec elle, tous les pseudo-problèmes métaphysiques sur les êtres mathématiques. Bon, pour ceux qui sont un peu en philosophie, ça, c'est une référence directe à Carnap et au cercle de Vienne. D'accord? C'est en soi un truc extrêmement intéressant. À la lumière des récentes recherches sur le formalisme et la logique, dans cette nouvelle conception, les structures mathématiques deviennent, à proprement parler, les seuls objets. Et je dis bien les seuls objets de la mathématique. Ça, c'est une position radicale. D'accord? Si quelqu'un vous pose la question, mais de quoi vous parlez ultimement en mathématiques? Mais si on vous pousse un peu, fort à parier que vous allez répondre des ensembles. D'accord? Qu'est-ce que l'espace topologique? C'est une famille d'ensembles, de sous-ensembles d'ensembles. Qu'est-ce qu'un groupe? C'est un ensemble uni de... À moins que vous ayez fait un peu de théorie des catégories, là, ça commence à être un petit peu plus délicat. Mais règle générale, là, vous allez dire, ah, c'est les ensembles. Là, Bourbaki vient vous dire, non, les ensembles, en bout de ligne, ça s'évanouit. Qu'est-ce qui reste? Les structures. Alors, l'objet des mathématiques, c'est quoi? C'est les structures et les structures abstraites. Alors, la thèse du structuralisme mathématique, alors, on peut l'affirmer de cette manière-là. Et si vous ouvrez des articles ou des livres en philo des maths sur le structuralisme, vous allez trouver quelque chose comme ça. Donc, les objets des mathématiques pures, on s'entend, d'accord? On ne parle pas de mathématiques appliquées. Sachez toutefois que la notion de appliquée est une notion proprement du 19e siècle aussi. Avant, on parlait de mathématiques mixtes, d'accord? Ça, c'est une autre affaire. Ce sont des structures abstraites. Monoïde, groupe, anneau, corps, ensemble ordonné, ça, j'ai pensé, espace métrique, topologique, variété, faisceau, schéma, et ainsi de suite, des structures plus récentes arrivant vers la fin. Ce sont des combinaisons de structures. Alors ça aussi, vous l'apprenez progressivement. Une fois que vous avez appris ce qu'est un groupe, puisque c'est un espace topologique, on vous apprend ce qu'est un groupe topologique. D'accord? Ou un groupe de lits. D'accord? Ensuite, on vous apprend des espaces vectoriels topologiques. Et ainsi de suite. Donc là, la complexité s'ajoute à l'abstraction. Et vous commencez à travailler sur des théorèmes de ce type-là. Et plus récemment, ce sont les liens entre les structures. D'accord? Là, vous faites de la topologie algébrique. Alors là, vous apprenez comment vous servir des groupes pour comprendre les propriétés des espaces topologiques. Vous apprenez à vous servir de certaines structures d'un autre type pour explorer les propriétés invariantes d'une autre famille de structures. Et ainsi de suite. Là, la mécanique en sous-jacente, c'est la théorie des catégories qui apparaît et qui vous sert à faire ça. Sachez que Bourbaki n'était pas là dans les années 50. D'accord? Ça, c'est une autre histoire, mais c'était quelque chose qui est apparu au moment même où lui-même commençait à écrire cette façon de penser les mathématiques modernes. Mais ça, c'est un point important. Je l'ai déjà mentionné, mais je veux le souligner à nouveau. Les théorèmes classiques, encore ceux du 19e siècle et ceux du début du 20e siècle, qui sont considérés comme étant les théorèmes fondamentaux d'une discipline, d'un champ mathématique, doivent réapparaître sous cette forme-là, comme étant le résultat d'une combinaison, souvent, ou d'une relation entre des structures abstraites qui vous amènent vers quelque chose que l'on va considérer comme étant plus concret. Par exemple, de dire que les nombres réels. Alors, si je vous dis qu'est-ce qu'un nombre réel, quels sont les nombres réels? Vous pouvez répondre à ça de différentes manières. Mais vous pouvez répondre, c'est un corps totalement ordonné, Et là, vous êtes à un niveau où vous dites, je prends des structures abstraites que je combine pour arriver à une structure qui est celle que nous connaissons depuis toujours,
qui est la structure des nombres réels. Et le nombre réel, c'est quoi? Bien, c'est cette structure-là. D'accord? Que je caractérise maintenant de haut vers le bas. Ce qui ne se faisait absolument pas au 19e siècle, était inconcevable. Et les constructions qui sont faites par Cantor et Dedekind, elles partent par en dessous. D'accord? Pour les reconstruire. Vous arrivez chez Bourbaki, on le fait comme ça. C'est un changement de façon d'organiser la connaissance même des mathématiques et de ce dont on parle. OK. J'espère que jusque-là, ce que je dis, ça fait sens pour vous. D'accord? Que ça rejoint certaines des expériences que vous avez, puis certaines des façons de travailler qu'on vous a apprises et qui existent comme telles. Alors là, on peut s'interroger sur, OK, mais c'est quoi une structure abstraite en général? Et là, si vous lisez des articles en philosophie des maths, vous allez rencontrer quelque chose comme ça. C'est une collection de relations définies entre des éléments d'un ensemble donné. Puis là, vous êtes comme moi, OK, mais encore, il me semble que ça n'est pas très profond et riche comme caractérisation. Et ce qu'on va trouver en général dans les articles, c'est, on ne va pas essayer d'aller plus loin que ça, parce que ce n'est pas vraiment possible. D'accord? Là, si vous êtes mathématicien, vous allez dire, là, il me semble qu'on peut faire mieux que ça, quelque part. Puis sachez que ça a été tenté, d'accord? Donc, dans les années 1930-40, et Bourbaki lui-même, mais Bourbaki est un cas à part, je vais y revenir. Il y a des mathématiciens comme Orr, O-R-E, qui est un mathématicien important sur les théories des ensembles ordonnés, s'est dit, on va faire une théorie générale des structures. Okay? Puis lui, ce qu'il développait à l'époque, c'était des ensembles ordonnés, donc toutes les structures, c'était des ensembles ordonnés, en gros. Et là, il y a des gens comme Sanders MacLean, qui est le père de la théorie des catégories, a joué avec ça aussi. Puis quand la théorie des catégories est apparue, on s'est dit peut-être que ça, c'est une bonne chose, peut-être que ça nous permettrait de le faire, mais ce n'était pas clair exactement comment. Puis quand on essaie de voir, on a beaucoup de difficultés parce que chacune des définitions qui sont proposées, comme celle de Orr, il y a toujours des contre-exemples. Celle qui était proposée par d'autres mathématiciens à peu près à la même époque, même chose. Ça glisse à chaque fois. Pourquoi? Parce que les mathématiques évoluent, parce que les mathématiques introduisent des nouvelles structures. Ces structures-là ne sont pas prévues dans le cadre qui a été mis de l'avant, puis l'approche de dire on va donner une théorie générale des structures, à quelque part, elle fuit. Elle est incapable. Donc, d'où la conclusion de plusieurs philosophes, il y a un problème. On ne pourra jamais donner une théorie générale, une théorie mathématique générale des structures. Ça ne marchera pas. Donc, on ne donnera pas de caractérisation formelle, on va se contenter de ça. Or, et là, ça, c'est l'aspect Michael Mackay, qui apparaît, mais qui est chez Bourbaki déjà. C'est Michael qui me l'a souligné. C'est qu'il faut peut-être changer les lunettes d'approche. Il faut peut-être penser différemment. Et là, le changement de perspective, c'est vraiment de s'accrocher à ce que je vais appeler un principe d'invariance. Mais c'est une approche, c'est une posture qui est complètement différente de celle qui était pratiquée par bien des mathématiciens avant Bourbaki et que même plusieurs mathématiciens n'ont pas vu après Bourbaki et que même plusieurs logiciens et philosophes n'ont toujours pas vu chez Bourbaki. D'accord? Et cette posture-là, c'est ce que je vais appeler une posture métamathématique. Alors, le terme métamathématique est un peu désuet, si je ne m'abuse. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà entendu le terme, ou c'est la première fois que vous l'entendez? Soyez honnêtes, là. Tout le monde est familier avec métamathématiques? Tout le monde a entendu le terme métamathématique? Non. OK, très bien. Ça aussi, c'est extrêmement intéressant en soi. Sachez qu'un des livres en logique les plus importants au 20e siècle, au siècle dernier, publié en 1952, il s'intitule « Introduction à la métamathématique ». D'accord? Mais c'est un livre, si vous l'ouvrez, c'est un livre de logique. Standard. D'accord? Le terme est introduit par Hilbert. David Hilbert, mathématicien très important du fin 19e, début du 20e siècle, l'un des plus importants avec Poincaré de son époque. C'est lui qui a repris le terme qui avait été introduit par les philosophes allemands au 19e siècle pour parler
de quoi? Des fondements de la géométrie. Pourquoi? À cause de la naissance des géométries non euclidiennes, qui était vraiment embêtant pour les philosophes allemands kantiens. D'accord? C'était vraiment chiant. Okay? Là, il fallait réfléchir à la géométrie non euclidienne dans un contexte de théorie de la connaissance où ça ne marche pas partout. D'où on a introduit le terme de métamathématique, donc de réflexion sur la mathématique elle-même. Le twist que lui donne Hilbert, c'est que la réflexion des mathématiques sur elles-mêmes va se faire par des moyens mathématiques. D'où le développement de la logique mathématique, qui est l'outil qu'on développe pour que les mathématiques puissent réfléchir sur elles-mêmes. D'accord? Et c'est cette posture-là qu'on doit adopter pour avoir le bon cadre conceptuel dans lequel on peut énoncer quelle est la thèse essentielle du structuralisme abstrait. D'accord? Alors ça nous donne le portrait suivant. Et là, je vais vous faire un résumé en 3 secondes de la logique mathématique du 20e siècle. D'accord? Qui se divise en 3 grandes familles, surtout après, évidemment, les grands théorèmes de Gödel de 1831. Termes de complétude. Il y a 3 grands secteurs qui permettent de reproduire l'activité mathématique. C'est l'introduction de ce qu'on va appeler un langage formel, d'une grammaire qui reproduit le langage mathématique. Au quotidien, vous ne faites pas ça. Vous êtes toujours dans le semi-formel. C'est le français avec beaucoup, beaucoup de symboles. D'accord? Mais on peut enlever tout ce qui est français et garder juste les symboles. Puis faire tout là-dedans. Puis c'est ce que, évidemment, on fait dans les ordinateurs d'aujourd'hui. D'accord? Avec un système déductif, ça aussi, il y a des variations possibles, mais ça nous permet de faire des raisonnements puis de démontrer des théorèmes en suivant des règles explicitement données, très claires, et ce sont les seules règles qu'on peut appliquer pour obtenir des théorèmes. On reproduit avec une précision maniaque ce que vous faites informellement. Et là, il y a une thèse sous-jacente dont on pourrait parler, que tout ce que vous faites informellement et semi-formellement peut se traduire dans un langage formel comme ça. D'où l'intérêt des programmes actuels comme Lean et compagnie qui sont dans cet esprit-là. Deuxième composante, ça c'est juste des symboles et une manipulation de symboles. De quoi parle-t-on? Bien, on doit introduire ce qu'on appelle, ça c'est ce qu'on appelle la syntaxe et le système déductif, mais on parle de quelque chose, ce qu'on va appeler la sémantique. Et là, cette sémantique-là, règle générale aujourd'hui, celle qui est adoptée par défaut, encore, jusqu'à quand, on ne sait pas trop, c'est la théorie des ensembles. Il y a des concurrents importants, mais jusqu'à récemment, théorie des ensembles, de quoi on parle? Un ensemble de. C'est quoi? C'est un ensemble de. Donc, on interprète les formules comme étant dans les ensembles, les propriétés, c'est des sous-ensembles, les relations sont des paires d'ensembles, et ainsi de suite. Donc là, on a ce qu'on appelle la sémantique ou la théorie des modèles. Et finalement est apparue, presque par miracle, parce que ça vient directement des théorèmes d'incomplétude de Gödel, la notion de calculabilité. Qui est fondée sur la notion de récursivité, et donc la théorie des fonctions récursives, mais qui s'applique aussi et qui nous donne des normes sur ce qu'est un bon langage formel. Il doit être récursif, il doit être donné par des moyens récursifs. Et là, ça a donné naissance, ni plus ni moins, à toute l'informatique telle qu'on la connaît aujourd'hui. Ça, c'est une autre histoire. Donc, ça, c'est les 3 outils qu'on utilise pour représenter la connaissance mathématique de manière externe. D'accord? Ce que vous faites informellement et semi-formellement se représente en vous effaçant complètement, c'est-à-dire le mathématicien ou la mathématicienne, pour ne regarder que le résultat. D'accord? Qui est comment on démontre des théorèmes, comment ils sont interprétés, et les propriétés de ces théorèmes-là, sur quoi ils reposent, les propriétés de calculabilité. Donc, ça, c'est ce qu'on veut utiliser pour énoncer le principe d'invariance dans un cadre général qui est de dire une théorie mathématique, c'est quoi? Ça s'écrit dans un langage formel de ce type-ci, qu'on précise, interprété de telle manière et en telle propriété sur le plan axiomatique, par exemple, il faut que les axiomes soient récursivement énumérables. Donc, on a ces données de ce type-là qu'on veut utiliser pour exprimer ce que doit être une théorie mathématique d'un certain type. D'accord? Donc là, on a ces outils qui nous permettent de représenter certains aspects de la connaissance et en particulier d'énoncer le principe d'invariance qui va nous intéresser. Du point de vue où je vais me placer, le principe d'invariance que je n'ai pas encore énoncé, là, mais qui, vous allez voir, c'est court, c'est long de même. Là.
On peut le voir comme une norme. D'accord? C'est-à-dire qu'on peut le constater dans certains travails, mais quand arrive Bourbaki, et encore aujourd'hui, on peut dire qu'une théorie mathématique digne de ce nom doit respecter, et là j'insiste sur le doit, c'est en ce sens-là que c'est une norme, doit respecter le principe d'invariance, ce que je vais énoncer dans quelques minutes. Sinon, ce n'est pas une bonne théorie mathématique. Là, je vais juste ouvrir une toute petite parenthèse. Vous connaissez en ce moment la controverse entourant le théorème d'ABC par Mochizuki? Ben, ça touche précisément ce genre de questions-là. Alors, Peter Schultz vient dire, mais le LEM 3.16, je pense qu'il ne satisfait pas une certaine norme qu'on devrait respecter dans la pratique des mathématiques. Mochizuki de répondre, mais tu sors ça d'où? Et pourquoi est-ce que je devrais respecter cette norme-là? Et là, il y a débat. D'accord? Mais là, je joue un peu dans ces eaux-là d'une certaine manière. Mais elle reflète, ça c'est une information empirique, je t'affirme qu'elle reflète la pratique mathématique telle que c'est développée au 20e siècle, sous l'influence grandissante de Bourbaki. Alors sachez, ça j'insiste là-dessus, que le groupe Bourbaki et la publication des éléments des mathématiques de Bourbaki à partir de 1939, mais surtout à partir de 1950, après la Deuxième Guerre mondiale, ont été extraordinairement influents. Ce n'est pas tellement que les livres en soi, là il y a un aspect sociologique important. Je reviens aux gens qui constituaient le groupe Bourbaki, Dieudonné, André Weil, Chevalet. Chevalet est à Princeton, Weil est à Chicago, Dieudonné est à Paris, Jean-Pierre Serre, médaille Fields, plus jeune médaillé Fields, Grothendieck, médaillé Fields. C'est des gens extraordinairement influents et évidemment, ils envoient ça à leurs amis. Et les amis sont où? Ils sont à Harvard, sont à Princeton, sont à Chicago, sont à Moscou, sont à Berlin, Göttingen, etc. Donc, là, boum, tout le monde enseigne les mathématiques et tout le monde commence à faire les mathématiques comme ça. Donc, ben voici le principe d'invariance. Mais là, il faut que j'explique tes affaires. Parce que là, il n'y a rien. Les variables ici. OK? Ça, ce sont des objets, je ne sais pas si vous êtes capable de me lire, là, qui sont donnés dans un langage. Eh, mon Dieu, excusez mon écriture. L. Alors, ça, vous fait un peu de logique. Quand on commence, on dit, voici un langage L, on donne une signature, puis ça fixe. Ça fixe les symboles que vous pouvez utiliser. Vous ne pouvez pas en utiliser d'autres que, évidemment, les variables, les constantes qui sont sous-jacentes. Mais là, la relation ou les opérations, comme j'ai fait pour les groupes, pour les espaces topologiques, c'est fixé. Et là, vos objets ils vont être pris là-dedans. D'accord? Donc, les objets sont dans un langage déterminé, fixé à l'avance. Ça ici, le P, ça, ce sont les propriétés du langage. Et là, je vais vous poser une question que vous vous êtes peut-être jamais posée, mais qui est extrêmement importante. Quand vous avez appris, alors j'imagine qu'à peu près tout le monde ici, vous avez fait un peu de théorie des groupes. Quand vous avez fait de la théorie des groupes, est-ce que vous vous êtes jamais posé la question, qu'est-ce qu'une propriété d'un groupe? Et qu'est-ce qui n'est pas une propriété d'un groupe? Qu'est-ce qui détermine ce qui est une propriété d'un groupe? Est-ce que je peux le savoir à l'avance ou pas? En d'autres mots, qu'est-ce qui fait sens en théorie des groupes? Qu'est-ce que je peux écrire en théorie des groupes qui est sensé mathématiquement? Ça, vous l'internalisez par la pratique. Vous faites des problèmes, vous démontrez des théorèmes, vous calculez certains résultats, vous internalisez, puis si je vous donne des propriétés, puis je vous dis ça, c'est une propriété d'un groupe, vous allez regarder, vous dites, ben, voyons donc. Puis je vous en donne une autre, vous allez dire, ben oui, ça, c'est une propriété d'un groupe. Puis là, je vous dis, mais comment vous faites? Je ne sais pas. Vous avez internalisé la notion. Mais là, du point de vue métamathématique, on aimerait avoir des critères qui nous permettraient de dire, voici les propriétés que vous pouvez utiliser dans votre langage. Et voici celles qui sont grammaticalement exclues. Ce qu'on pourrait appeler un langage parfait. Imaginez si on avait ça en français.
D'accord? Vous dites quelque chose, quelqu'un dirait, ben oui, ça n'a pas de sens ce que tu viens de dire. On le fait tous les jours. Je dis, pourquoi? Ben, c'est grammaticalement, c'est pas possible. Ta propriété, elle n'appartient pas au langage. Je ne peux pas l'attribuer à ces objets-là. Pourquoi? Ben, la grammaire ne le permet pas. On n'a pas ça. D'accord? Peut-être que c'est une bonne chose parce que toute la littérature repose là-dessus. C'est toutes les métaphores. Mais, là, en mathématiques, de manière intrinsèque, on a cette capacité à déterminer ce qui est une propriété, ce qui ne l'est pas. L'autre élément crucial, c'est ce petit symbole ici, que vous connaissez probablement déjà, qui est la notion d'isomorphisme. Alors, jusqu'à présent, j'en ai pas parlé. Mais c'est le cœur de l'histoire. C'est le nœud de la guerre. D'accord? Et je l'ai mis entre guillemets. Vous allez comprendre pourquoi en 10 secondes. Alors, le principe d'invariance, qu'est-ce qu'il dit? Ben, il vous dit que si un objet d'un certain type, dans un langage donné, a une propriété qui fait sens dans ce langage-là, et que s'il y a un autre objet dans le même langage qui est isomorphe à celui-ci, alors il doit avoir la même propriété. C'est banal, ça. Ça a l'air même tellement banal que pourquoi on s'intéresserait à cette chose-là? D'accord? Mais en fait, ce que ça dit, c'est que si vous avez développé votre langage correctement, ce principe-là, il vous dit quelles sont les propriétés qui font sens dans votre théorie. Ce sont précisément les propriétés qui sont invariantes sous la notion d'isomorphisme de la théorie en question. Et là, si vous avez fait vos cours, vous avez appris à un moment ou à un autre que c'était un isomorphisme. On vous l'enseigne assez vite. D'accord? Mais en réalité, historiquement, c'est toujours une notion qui a été et qui l'est encore très difficile parfois à identifier correctement. Quand vous regardez l'histoire des mathématiques, très souvent, il y a un délai étonnant entre le moment où on a identifié un type de structure donnée et la bonne notion d'isomorphisme pour ces structures-là. Là, je parle pour la communauté. Il y a parfois des mathématiciens qui l'ont identifié très vite. Puis là, ils disent, mais pas sûr. Puis là, ça dure 20 ans avant que quelqu'un dise, ben non, finalement, c'est la bonne. Puis une fois qu'on a la bonne, là, on a ça. D'accord? Mais ça, et là, je vous ramène à votre expérience aussi d'étudiant, la notion d'isomorphisme représente un véritable défi à maîtriser parce qu'elle vous donne aussi, et là, j'insiste là-dessus, je vais y revenir tout à l'heure, elle vous donne un critère d'identité sur vos structures. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans quelles conditions deux structures sont en fait la même? Une et une seule structure. Si vous n'avez pas de critère d'identité, vous avez un gros problème théorique. Mais ici, la notion d'isomorphisme, elle vous dit précisément dans quelles conditions, quand elle est définie pour une structure donnée, deux structures sont identiques. Et là, le principe d'invariance reproduit ce qu'on appelle dans le jargon philosophique la loi de Leibniz, c'est-à-dire que deux structures sont identiques si elles ont les mêmes propriétés. Mais là, les propriétés, ce n'est pas n'importe lesquelles. C'est celles qui sont régimentées par le langage. D'accord? Et ça, il faut le faire a priori. Ou c'est fait en pratique, vous l'apprenez spontanément. Mais le défi, c'est d'essayer de le comprendre de manière, je dirais, absolue, si vous voulez. Donc, la notion d'isomorphisme, elle est indissociable de la notion de structuralisme ou de structure abstraite. Elle est au cœur même de cette identité-là. Pourquoi est-ce que Bourbaki peut dire, au fond, tout ce qui reste, ce sont les structures? C'est parce qu'il met de l'avant un critère d'identité qui vous permet de dire cette structure est différente de celle-là. Ces deux-ci sont identiques au sein d'une théorie donnée. D'accord? Ça, une fois qu'on a ça, on peut dire les ensembles ils peuvent disparaître. Pourquoi? Parce qu'un ensemble, il est donné classiquement, on va revenir là-dessus plus tard, par des éléments d'un certain type. Puis ce que vous apprenez quand vous faites la théorie des groupes, c'est qu'un groupe, même fini, très simple, peut être présenté par des ensembles très, très différents des uns des autres. Puis là, vous apprenez à travailler sur A, B, C, puis là, il y a quelqu'un d'autre qui travaille sur 1, 2, 3.
Mais ce qui compte, c'est la table de l'opération sur ces éléments-là. Puis là, vous voyez, oups, si c'est la même table, ils sont isomorphes. Puis là, vous dites, ah, ben finalement, A, B, C, 1, 2, 3, je m'en fous. C'est juste la table qui compte. C'est la structure. Et elle est abstraite pourquoi? Parce qu'elle est abstraite de A, B, C et de 1, 2, 3. Et vous pourriez prendre d'autres éléments complètement farfelus, comme Hilbert le dit, la table, la chaise et un boc de bière. Si vous faites une table pour la table, la chaise et le boc de bière, puis que la composition satisfait la même table, c'est le même groupe. Donc là, il y a un critère d'identité que vous dites, bien, vous oubliez ça, les ensembles. Ce qui compte pour nous, c'est la structure abstraite. Donc, la notion d'isomorphisme, elle est indissociable. Vous devez l'avoir. Si vous ne l'avez pas, vous êtes mal pris, vous êtes cuit. Alors, elle s'accompagne toujours d'une notion d'isomorphisme, qui, comme j'ai dit, constitue le critère d'identité. Puis sachez que ça a été très long. Puis une des contributions importantes de Bourbaki, c'était de donner une notion générale d'isomorphisme pour une théorie donnée, quelle qu'elle soit, de manière abstraite, métamathématiquement. D'accord? Pas pour le groupe, pour les anneaux, pour les espaces topologiques, pour les espaces ordonnés, les ensembles ordonnés, et ainsi de suite. C'est autre chose. Et comme je l'ai dit, je le répète, elle fournit en quelque sorte, la notion d'isomorphisme, le filtre par lequel on balaie les propriétés une fonction bijective qui préserve la structure. Car préserver la structure, on vous explique ce que ça veut dire dans chaque cas. Car c'est ça. Mais ce n'est pas la seule. Ça, c'est apparu beaucoup plus tard. Si vous faites de la théorie de l'homotopie, bien, il y a une notion d'isomorphisme qui apparaît, qui ne satisfait pas ça du tout. Mais c'est la notion d'isomorphisme qu'il faut utiliser pour les types d'homotopie. Et elle n'est pas bijective. Ce n'est pas sous des ensembles sous-jacents. Elle vous identifie des points, elle les multiplie. Ça va être le même type d'homotopie. Donc, il y a quelque chose de nouveau. Et si vous avez fait un peu de théorie des catégories, c'est la même chose qui va apparaître. C'est la notion d'équivalence de catégorie. Encore là, du point de vue historique, sachez que quand Allenberg et MacLean, en 1945, introduisent officiellement la théorie des catégories, dans l'article de 1945, il est question d'isomorphisme de catégorie, qui est une notion basée sur la bijection, qui n'est pas la bonne notion d'isomorphisme pour les catégories. Ce n'est que 10 ans plus tard, autour de 1955, mais publié en 1957, que Grothendieck, suite aux travaux de Jean-Pierre Serre, en géométrie algébrique, écrit explicitement la bonne définition, le bon critère d'identité pour les catégories, la bonne notion d'isomorphisme, la notion d'équivalence, qui est très proche de la notion d'équivalence homotopique, mais qui est complètement différente. Donc là, il y a quelque chose, et même pour les variétés, il y a quelque chose aussi qui apparaît qui est différent. Et là, je peux, sur cette base-là, vous parler des théories structurales. Alors, on va dire qu'une théorie mathématique est structurale si elle satisfait le principe d'isomorphisme. Ça veut dire quoi? C'est que si le principe d'isomorphisme est un théorème dans la théorie. Et ça, c'est le point de départ de Bourbaki. Et c'est le point de départ des travaux de Michael Mackay depuis une vingtaine d'années au moins. C'est de dire qu'une théorie mathématique devrait avoir les ressources pour démontrer le principe d'invariance pour les structures qu'elle développe. Ça veut dire que vous êtes assuré dans ce cas-là que, quel que soit l'énoncé que vous allez écrire dans ce langage-là, il va être préservé sous les isomorphismes. Automatiquement. C'est built-in.
en quelque sorte. Vous ne savez même pas y penser. Et ça, c'est une théorie structurale. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de théories mathématiques qui ne sont pas structurales. Entre autres, ZF. Zermelo-Frankel. Là, il y a un beau paradoxe avec lequel Bourbaki était un peu mal pris, parce que dans les premiers volumes dans les éléments, il fait la théorie des ensembles ZF, avec des variations, machin. Puis après, il fait la théorie des structures abstraites. Puis, donc, il y a quand même, à quelque part, une théorie qui est non structurale, et il le dit lui-même. D'accord? Si vous lisez Bourbaki, sur le chapitre sur les structures, il y a un petit exemple. Il dit, ben voici, ça n'est pas structural. Puis bon, ben écoutez, on va continuer quand même. Et là, il y a la question de savoir comment faire pour avoir une théorie structurale qui est fondamentale, d'accord? Qui est fondationnelle. Et ça, c'est un problème qui est ouvert. À l'heure actuelle, il y a des candidats. Mais il n'y en a pas explicitement. Alors, je vais juste les mentionner, je pense que je les reprends plus tard, mais à l'heure actuelle, vous en avez peut-être entendu en parler, de la théorie homotopique des types, HOT en anglais, Homotopy Type Theory. Alors ça, c'est une théorie structurale parce qu'elle est conçue comme ça, dès le départ, par l'axiome d'univalence, d'accord? Qui exprime le principe d'invariance. En fait, vous pouvez démontrer le principe d'invariance à partir de l'axiome d'univalence. Michael Mackay a développé un langage en logique du premier ordre qu'il appelle Folds pour la théorie des catégories supérieures, de dimension supérieure, qui a pour objectif de satisfaire tout le temps, quand je dis tout le temps, c'est pour toute théorie de certains niveaux donnés, le principe d'invariance. D'accord? Et c'est un langage qui, si vous regardez les détails techniques, sa grammaire est complètement différente de la grammaire habituelle. D'accord? Très rapidement, on utilise les graphes ou les diagrammes commutatifs ou la symbolique des diagrammes commutatifs qui expriment de façon très compacte des énoncés beaucoup plus longs et beaucoup plus complexes qu'on peut écrire néanmoins dans une syntaxe conventionnelle. Mais c'est quand même assez curieux. OK. Je vais sauter ça, okay, parce qu'il est 13h21. Puis j'en aurai pour encore 15-20 minutes juste là-dessus. Je veux quand même dire une chose, d'accord, à ce sujet-là. Ça, je vais le passer, mais bien que en soit un élément qui est extrêmement important. Ça, j'aimerais ça vous le dire, mais je ne vous le dirai pas. Enfin, j'ai découvert récemment un très beau livre de Robert Motherwell, qui est un peintre allemand abstrait, d'accord, qui a écrit « L'abstraction est un humanisme », donc qui défend le point de vue de l'abstraction en peinture comme étant un humanisme, en proprement parler. Il y a beaucoup de citations, des affirmations qui fait que j'aurais pu reprendre textuellement ici pour les appliquer aux mathématiques. D'accord? Ça, c'est l'objet d'une autre conférence. Donc, ça, je voulais le dire, mais je ne le dirai pas. OK. Ça, je veux quand même le dire. Okay? J'ai commencé là-dessus, je vais revenir là-dessus, je vais terminer là-dessus. Donc, le passage aux structures abstraites ne représente pas pour tout le monde. Ça, c'est déjà en soi un mystère. Bien, on pourrait y revenir. Mais pour plusieurs de vos camarades, je suis sûr que vous en avez rencontré, soit qui ont abandonné les maths ou qui ont décidé d'aller dans un certain champ plutôt qu'un autre. Ou vous avez certains d'entre vous qui vont justement droit vers les champs qu'on peut qualifier les plus abstraits. C'est un obstacle majeur dans l'apprentissage des mathématiques. Comme j'ai dit tout à l'heure, le passage des règles de calcul de résolution de problèmes à des concepts abstraits. J'insiste là-dessus parce que c'est présenté comme une mathématique conceptuelle qui s'oppose traditionnellement à une mathématique algorithmique, d'accord, qui est constituée de règles, d'application de règles, de résolution de problèmes par le biais de règles. Et la conviction de Dedekind et d'Emile Noether, c'est que si on donne une résolution conceptuelle à un problème, on comprend pourquoi on a résolu le problème et sur quelle base la résolution repose. On a une compréhension des mathématiques. Alors que souvent, si on donne juste une solution algorithmique, ça marche. Mais on peut se dire, mais pourquoi ça marche? Ben, ça marche. Et en histoire des mathématiques, il y a plusieurs épisodes de ce type-là où on dit, ayez foi, calculez, ou calculer la foi viendra, qui est la réponse de Lagrange à l'étudiant quand il s'interrogeait sur pourquoi est-ce que ça marche le calcul différentiel et intégral. Il calcule. Tu vas voir, la foi viendra. C'est tout ce qu'il avait à dire. OK. Donc, je l'ai mentionné, mais je veux terminer là-dessus. Un des obstacles qui m'apparaît essentiel quand on est confronté à ça,
On perd de vue de quoi on parle quand on commence à faire des espaces vectoriels, quand on commence à faire des groupes. Pourquoi? Parce que vous avez une multiplicité d'exemples tellement différents des uns des autres qu'à un moment donné, vous dites, mais de quoi je parle? Je ne peux pas parler à la fois de ceci, de cela et d'autres choses. Et ce n'est qu'à partir du moment où vous avez maîtrisé le langage et la notion d'isomorphisme associée à cette structure-là que vous commencez à comprendre de quoi vous parlez. Et ça, c'est un saut entre les exemples qu'on peut vous donner qui illustrent et qui justifient ce passage-là à la maîtrise maintenant de l'autonomie que ça a dans le langage, qui fait en sorte qu'à partir d'un certain moment, vous pouvez travailler à ce niveau-là sans exemple. Puis il y a des cas où on dit que certains mathématiciens travaillaient à un certain niveau d'abstraction sans exemple. Le cas le plus célèbre récemment, c'est Alexandre Grothendieck, d'accord? Où on raconte que, je ne l'ai pas connu malheureusement, mais qui travaillait avec très très peu d'exemples. Puis souvent on lui demandait un exemple, puis il se trompait. le cas célèbre, c'est 57. Quand on lui a demandé un exemple de nombre premier, il a dit 57. Il a dit, t'es pas sérieux? Enfin, ah non. C'est juste pour vous dire que donc, dans ces cas-là, il y a un niveau de travail qui va au-delà de quelque chose qu'on doit maîtriser. Ça, c'est important aussi. C'est le gain. J'en ai parlé tout à l'heure. Le gain qu'on fait quand on passe à ce niveau des structures abstraites, c'est qu'on gagne en simplicité. Quoi de plus simple que les trois axiomes d'un groupe? C'est d'une simplicité extraordinaire, mais ça capture un vaste champ de phénomènes mathématiques. Quoi de plus simple que les axiomes d'un espace topologique? Là, j'ai une petite question pour vous. Un petit sondage. J'aurais dû avoir un Turnitin pour vous faire répondre sur votre ordinateur. Puis là, je vais vous répondre spontanément. Vous répondez par... si vous êtes d'accord, levez la main. Okay? Si j'affirme, pour vous, la question c'est, est-ce que la notion d'espace topologique est plus abstraite que la notion d'espace métrique? Si vous êtes d'accord, levez la main. OK. La très grande majorité sont d'accord. C'est-à-dire qu'intrinsèquement, vous êtes d'accord avec l'idée qu'il y a des notions plus abstraites que d'autres en mathématiques. Ce qui, du point de vue philosophique, est complètement délirant. Mais du point de vue artistique, c'est parfaitement banal. D'accord? Mais là, il y a quelque chose d'absolument fascinant qui se produit de ce côté-là. L'autre chose qui découle de ça, et ça mériterait d'être développé davantage, c'est que la structure axiomatique des mathématiques pures, elle est purement accessoire. Elle n'est là que pour exprimer les propriétés fondamentales auxquelles vous vous accrochez pour développer le reste. Le moyen que vous utilisez, sachez que traditionnellement, ce qu'on voulait d'un point de vue philosophique, c'est que les axiomes soient évidents et évidemment vrais. Et on voulait que la logique préserve le caractère vrai des axiomes. Ce qui fait que la connaissance mathématique était justifiée à partir du moment où les axiomes étaient manifestement vrais et que les règles logiques que vous utilisez préservent cette vérité-là. Mais si je vous dis, est-ce que les axiomes de la théorie des groupes sont vrais selon vous? Là, vous allez me dire, mais de quoi tu parles? Les axiomes de la théorie des groupes ou les axiomes d'une théorie homologique, est-ce qu'ils sont vrais? Je dis, les axiomes d'une théorie cohomologique, mais sont vrais? C'est pas vrai comme ce bureau est en bois? Certainement pas. Il y a quelque chose d'autre qui se passe à ce moment-là. Puis ça, c'est pas quelque chose qu'on vous dit. Quand on présente les axiomes de la théorie des ensembles, on veut vous convaincre qu'ils sont vrais. Quand on vous présente des axiomes pour les groupes ou les anneaux, on ne veut pas vous convaincre qu'ils sont vrais. On veut que vous appreniez à les utiliser. Puis on va vous apprendre à démontrer des résultats à partir de ces axiomes. Ils capturent les propriétés essentielles abstraites qui vous intéressent et qui sont fonctionnelles. C'est ça qu'on veut. D'accord? C'est un autre champ. Puis là-dessus, j'arrête.